Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, un des nouveaux débriefs de ma Ligue 2, nouveau débrief de la 23e journée. Ça fait quelques temps qu'on ne vous a pas proposé des débriefs, voilà, en raison de problèmes techniques. Voilà, on va pouvoir enfin se retrouver pour parler des matchs de dernière journée, avec beaucoup de choses à dire, des scores assez fleuves, assez lourds pour certaines équipes à encaisser, d'autres scores peut-être significatifs dans la course pour le maintien, dans la course pour la montée, avec des confrontations directes, des Red Star Martigues, des Dunkerque Paris FC, des Guingamp-Metz, pardon. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements à débriefer pour cette J23, et donc on en profite pour revenir faire un petit peu notre comeback voilà, sur les débriefs de cette 23e journée. On est ravis de vous retrouver, on est trois pour ce débrief, on est trois puisque je suis avec mes confrères sur ma Ligue 2, Étienne et Karel. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Voilà, donc débriefer cette 23e journée, je pense qu'on va partir directement dans le vif du sujet avec les choses les plus notables, les plus importantes de cette journée. On pourrait parler de Lorient qui a pris de l'avance au classement général sur son dauphin. Moi, j'aimerais surtout parler en premier lieu du fait que le Stade Malherbe a 10 points de retard sur le barragiste et donc la première place possible pour le maintien. C'est toi, Karel, qui était occupé qui était chargé de débriefer ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Caen à Annecy? C'était pas la pire de l'année, malheureusement, c'est quand même une 9e défaite consécutive, 10 défaites, toutes compétitions confondues, à chaque fois contre des clubs de Ligue 2. Ça commence à faire quand même beaucoup pour le Stade Malherbe. Bah, c'est ça, c'était pas la pire prestation. Malheureusement, aujourd'hui, l'essentiel, il est comptable. Et comptablement, bah, encore une fois, Caen ne prend même pas un point. Et c'est ça depuis maintenant 9 week-ends, 9 journées. C'est quand même assez dingue. Je pense que si on nous avait dit ça en début de saison, Ouais. très peu y aurait cru. Donc effectivement, Bruno Balthazar qui a eu le mérite d'essayer de changer quelque chose, de passer à 5 défenseurs, de mettre Koulibaly et Mendy en pointe pour allonger. Le plan de jeu, il était très clair, on le voyait, hein, dès que Caen avait le ballon, c'était allongé, essayer de toucher Mendy ou Koulibaly en pivot pour essayer de gagner du terrain comme ça. On a très peu essayé de toucher les milieux de terrain, ce qui fait que au final, Annecy a eu pas mal la maîtrise du ballon. Le problème, c'est que t'as beau essayer de retrouver de la solidité, quand t'as des individualités, et je suis désolé de devoir le pointer du doigt, mais comme Moussunda, qui font des erreurs, et c'est pas la première en plus malheureusement, comme il l'a fait, forcément tu perds en confiance, tu offres des munitions à l'équipe adverse, et ça a été le cas pour Annecy, parce que Annecy n'a clairement pas fait le meilleur match de sa saison, et pourtant Annecy a eu énormément d'opportunités en première mi-temps. Laurent Guyot le disait, ils se sont rendus le match difficile en mettant pas le but du break plus rapidement, et pourtant j'ai pas trouvé Annecy sous son meilleur jour hier, donc c'est bien la preuve qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Alors Mandrea a été très bon sur sa ligne, mais il y a eu quelques petites erreurs de relance aussi qui auraient pu permettre à Annecy de faire le break. Je repense aussi à une relance plein axe de Brahim Traoré qui est catastrophique et qui aurait pu permettre aussi au FCA de mener 2-0. Et puis Moussunda, sur vraiment la toute première action du match, il nous refait exactement la même chose que contre Guingamp, c'est-à-dire que il est attentiste, il s'oublie, il perd le ballon dans sa moitié de terrain, il n'est pas loin d'offrir le premier but, et c'est encore lui qui se met à la faute sur le coup franc de Moncy. Alors c'est un coup franc excentré, c'est pas forcément le coup franc le plus dangereux à la base, mais on sait que de Moncy déjà, il a une très bonne patte, c'est un spécialiste, et en plus de ça, la faute est totalement inutile. Je crois que c'est une faute sur Dago, il n'y a pas besoin de faire faute. Tout ça, c'est, je trouve, très symptomatique d'une équipe qui n'a rien dans les chaussettes en ce moment, qui n'a pas de confiance. T'as beau changer le système, t'as beau essayer de mettre de nouveaux hommes sur la pelouse, ça ne marche pas. Je trouve qu'en plus, le fait que ton premier changement de la partie, ce soit Ntim à la place de Moussunda, c'est un désaveu total, parce que c'est un désaveu d'une de tes recrues du mercato hivernal. Tu changes ton animation défensive alors qu'offensivement, t'as quasiment rien proposé. Donc non, c'est compliqué. Moi, je trouve que Caen, j'y pensais tout à l'heure, Caen me fait beaucoup penser au Martigues du début de saison. Une équipe qui se sabote elle-même, alors que dans les débuts de match, c'est pas si mauvais. Y a des entames qui sont correctes, et en fait, tu te sabotes tout seul, que ce soit avec des cartons rouges comme Brahimi contre Dunkerque, que ce soit hier avec des erreurs notables. Les 2 cartons rouges même reçus contre Grenoble qui font que tu perds des cadres comme Henry, comme Koulibaly pour longtemps.
Donc non, tout le monde le sait, hein, rien ne va à Caen en ce moment, et ça s'est reflété encore hier dans un match que j'ai trouvé très, très symptomatique tout simplement de ce qui se passe en ce moment à Malherbe. Après, quand on voit la composition aussi, j'ai pas envie de jeter énormément la pierre non plus aux créateurs. Il y a quand même peu de monde qui peut faire des différences comme dans cette compo. Certes, tu passes à 3 défenseurs, enfin du coup une charnière à 3 et tu mets Si et Gaudin sur les côtés. C'est pas voilà, c'est pas des manchots, c'est sûr. Mais en tout cas, il manque un profil de créateur dans cette composition-là. Je parle, hein, bien sûr. Forcément, Brahimi était suspendu. Je crois que Benraoui était blessé. Voilà, il y a eu. Cyr aussi. Voilà, Mais tu te passes de profil aussi comme. C'est son choix de se passer de profil comme Rajo, par exemple, qui a peut-être plus ce profil d'organisateur au milieu de terrain que tu n'as pas forcément là dans cette compo-là. Même s'il est en méforme, Rajo aussi. Il est en méforme, il est un peu plongé avec le reste de l'équipe. Messieurs, Yann M'Vila, il est censé avoir cette capacité d'évoluer comme une sorte de meneur de jeu reculé. Et d'ailleurs, sur ses premiers matchs de la saison, avant qu'il se blesse, on l'a quand même vu faire des passes assez lumineuses, des ouvertures, et on s'est dit que c'est lui qui allait organiser le jeu du Stade Malherbe de Caen. Et malheureusement, là, il est un peu pris dans le marasme général. Il n'arrive pas non plus à tirer son épingle du jeu. Mais là, c'est vrai qu'en l'absence de Brahimi, qui lui va apporter peut-être un peu plus d'agilité et d'explosivité, oui, je pense que on attendait de M'Vila qui joue ce rôle, je pense. Hein. Effectivement, et donc du coup, balle au pied, veut dire pour faire des différences en 1 contre 1, déstabiliser, voilà, il y a plus grand monde, hein, et j'ai le plus grand respect pour Gaudin ici, mais c'est des défenseurs avant tout, quoi. Et bien sûr ils peuvent apporter offensivement, mais entre ça et un milieu qui est finalement effectivement assez peu mobile, on va dire. Hein. C'est quand même pas les dribbleurs du siècle. Ben voilà, quand t'as justement en pointe des Mendy et des Koulibaly, t'as intérêt justement à débloquer des situations en te retrouvant en situation de supériorité et en s'entrant dans la surface. Là, en termes d'agilité, de 1 contre 1, de capacité à centrer, il y avait Kérémé, quoi, mais qui est d'une irrégularité quand même assez rédhibitoire pour prétendre être titulaire, quoi. Donc bon. Et à part ça, oui, c'est vrai que l'effectif de Caen a peut-être pas les ressources. Une fois que Brahimi n'est pas là, c'est vrai que ça manque, quoi. Mais après, comme on l'a dit, il manque Benraoui, il manque Grand Cyr, mais bon, c'est ça. Ballois, il est rentré qu'en fin de match. Moi, je le connais pas, ce joueur, mais apparemment, c'est son profil, la percussion. C'est ce qu'il sait faire. Donc, Adriel Ballois. Ah, celui qui était en Pologne. Qualifié au dernier moment. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Bon, on ne le connaît pas trop, donc on va attendre de voir. Mais après, c'est pas facile de s'intégrer dans une équipe qui est elle-même en crise. Donc en fait, Caen a fait un petit peu du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait sur le terrain, et finalement, c'est pas grand chose. Finalement, c'est pas créer grand chose. C'est triste de voir l'équipe comme ça. Franchement, 10 points de retard sur le barragiste. Hein, c'est même pas sur le 15e, hein, sur le barragiste. Je suis désolé, mais à moins d'un miracle, j'ai du mal à voir le Stade Malherbe remonter la pente avec les hommes en place, parce que le mercato est terminé, avec Bruno Balthazar qui j'ai rien contre lui spécialement, mais il a pas prouvé non plus être capable de remobiliser les joueurs qui étaient déjà en crise de confiance, en crise de résultats avant. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'homme de la situation non plus, Karel. Je sais pas ce que tu en... Moi, quand je vois les matchs de Caen, il n'y a rien qui m'a choqué, quoi. J'ai pas vu Bruno Balthazar faire des choses insensées, comme je sais pas si tu te rappelles, Julien, lors de notre première saison à Malick 2 ensemble, il y avait un coach qui avait débarqué à Nancy, qui s'appelait Stendel, et qui avait sorti un gegenpressing et qui digne du Borussia Dortmund, qui avait été un échec incroyable et tout. Non, je vois pas de ça avec Bruno Balthazar. C'est un coach qui a l'air de faire des choses cohérentes, quoi, mais enfin, on sait pas trop pourquoi on est allé chercher depuis la 12e place du championnat polonais, mais en tout cas, il est là. Mais enfin, il y a pas d'absurdité de sa part. Après, non, il a rien changé au destin du Stade Malherbe de Caen, qui était déjà sur la pente descendante avant qu'il arrive. Et j'ai vu pas mal aussi de gens qui se surprenaient, qui étaient surpris de voir aussi l'absence d'Ilyes Najim, qui était l'un des rares qui avait fait peut-être quelques différences, même si forcément pas très expérimenté, pas toujours adapté aussi
faut voir aussi comment était la pelouse du Parc des Sports. Mais forcément, il y a ce genre de profil-là qui peut apporter. Et sur ce match-là, bon, bien sûr, Annecy, c'est un candidat à la montée, en tout cas au play-off. Ils sont remontés à la 5e place. Faut pas du tout penser que Annecy, ils vont être faciles à battre, surtout chez eux. Mais j'ai pas vu non plus le coach tenter des choses incroyables pour essayer d'inverser la tendance. Et je pense que Nicolas Seube aurait pu faire au moins aussi bien que lui, c'est-à-dire 0 points sur cette match. C'était non, franchement, j'ai du mal à comprendre ce choix. Tu voulais dire quelque chose, Karel ? Ouais, non, mais en fait, il y a rien d'extravagant sur le plan tactique, mais c'est juste que moi, je pense qu'il est pas prêt pour une situation pareille. Et moi, quand je le vois sur sa conférence de presse d'intronisation, parler de club de Ligue 1, parler d'Europe, en fait, il a pas. Je crois que c'était Patrice Garand qui le disait, mais déjà, c'est une erreur de com monumentale. Ah oui. Parce que personne, aujourd'hui, à Caen, ne veut entendre parler d'Europe ou de Ligue 1. En fait, déjà, ça n'a aucun sens de parler de ça. Et ensuite, je trouve que c'est révélateur de quelqu'un qui n'a pas compris, en fait, la situation dans laquelle Caen est en arrivant, en fait. Ça n'a pas sa place. Est-ce que il répète pas le projet club qu'on lui a présenté quand lui, il est arrivé ? Est-ce que c'est pas les dirigeants qui ont dit nous, on veut aller en Ligue 1 parce que Bruno Balthazar, bon, lui, il doit connaître un peu le football français vu qu'il se débrouille un peu en français, mais il connaît pas vraiment la situation, donc on a dû lui présenter le projet comme ça, je pense. C'est possible, mais du coup, dans ce cas-là, c'est aussi symptomatique d'une direction qui est totalement hors sol. De toute manière, quand on voit les sorties récentes de Ziad Hamoud aussi, c'est vraiment pas rassurant. Je sais plus après quel match c'était où il avait décidé que ce serait lui qui parlerait à la presse en zone mixte et où il décide de parler 20 secondes pour dire on est déçu, on va continuer à travailler, et le journaliste d'ici Normandie était très surpris par l'intervention. C'est aussi symptomatique en fait tout simplement d'un club qui marche sur la tête, et je pense que Bruno Balthazar, lui, n'a peut-être pas aujourd'hui ce qu'il faut pour sortir la tête de l'eau dans un contexte aussi difficile d'un club qui vient d'être acheté par la famille Mbappé, qui a pris encore plus d'épaisseur médiatiquement. On s'attendait à ce qu'il joue le top 5 en début de saison, au final c'est la cata. Il remplace une légende tout simplement du club aussi. Donc non, en fait, il fait rien de choquant sur le plan tactique, même si je trouve qu'hier, encore une fois, les changements, ils mettent énormément de temps à arriver. Je trouve qu'il reste à 5 défenseurs pendant très longtemps, alors que tu es mené 1-0 et que même un match nul, c'est terrible, mais même un match nul à Annecy, qui est dans le top 5 et qui fait une énorme saison, d'autant plus au Parc des Sports, ça t'aurait même pas, au final, redonné une dynamique énorme. Et au final, tu perds 1-0, il reste 10 minutes et t'attends la 80e minute pour essayer de changer de système. Pendant tout ce temps-là, tu restes à 5 défenseurs. Je sais qu'il te manque des options, mais peut-être même si tu mets des joueurs qui sont pas à leur poste, essayer de changer au moins ton animation, parce que là, à 5 défenseurs avec ce système-là, c'était sûr que tu mettrais pas 2 buts en si peu de temps. Donc, mais en dehors de ça, non. Moi, je trouve qu'il fait rien d'absolument dommageable sur le plan tactique. En plus, il y a énormément de blessés, on l'a dit, énormément d'absences, mais ils sont aussi dus à des cartons rouges évitables, comme le carton rouge de Brahimi, par exemple. Je suis désolé, mais moi, je le trouve vraiment très dommageable, à la fois sur le match de Guingamp et à la fois sur les matchs qui suivent. Benraou aussi, je trouve que c'était un coup intéressant en termes de profil et de ce qui était dans les besoins de Caen. Mais encore une fois, voilà, il est absent. Mais voilà, en tout cas, hier, je l'ai trouvé assez, pas résigné sur le banc, je dirais pas résigné, mais quand même sans solution, et je sais pas si c'est l'homme vraiment qui va pouvoir réveiller ce vestiaire-là. Mais même avec les absences, même avec les suspensions, les blessures, je suis désolé, mais avec un tel effectif, Caen ne doit jamais être lanterne rouge. C'est impossible d'être derrière Martigues, qui n'a pas pu se renforcer autant qu'il le voulait, ni cet été, et encore moins cet hiver, parce qu'ils avaient une interdiction de recrutement. Tu n'as pas le droit d'être derrière le Red Star, tu n'as pas le droit d'être derrière Rodez, tu n'as pas le droit d'être derrière Pau. Et alors après, c'est des cas particuliers, parce que Dunkerque et Annecy, ils font une saison exceptionnelle, mais au niveau des effectifs, ils n'ont pas mieux que Caen, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? En termes d'expérience, en termes de niveau à tous les postes, je suis désolé,
Villa, le Breton, ça n'a pas grand-chose à envier sur le papier à Kashi Pajot, tu vois, même si, et j'ai beaucoup de respect pour le double pivot annécien qui nous a prouvé maintes et maintes fois qu'il était excellent, que même malgré leur âge, ils sont quand même plus près de la retraite que du début de leur carrière, ils arrivent à enchaîner les pressings à haute intensité et ils sont impressionnants aussi. Mais je suis désolé, mais sur le papier, Caen doit pouvoir rivaliser avec beaucoup d'équipes de ce championnat-là et avoir 10 points de retard sur le 16e. Mais moi, j'hallucine quand je vois ça. Je pense pas que ce soit qu'un problème d'effectif. Il n'y a clairement pas qu'un problème d'effectif. Bien sûr, ça a été mal construit. Et pendant longtemps, ils ont accusé le coup à ne pas avoir recruté d'ailier, alors que ça faisait au moins un an qu'on entendait Nicolas Seub dire ouais, il nous faut un ailier au mercato hivernal de 2023-24 déjà. Ils l'ont jamais récupéré, ils n'ont jamais pris ce qu'il leur fallait. Et ils se retrouvent dans cette situation-là avec beaucoup de retard et finalement un groupe qui a la tête au fond du seau. Parce que la qualité individuelle, je suis sûr qu'elle est là. Hein. Je suis sûr que Traoré, si jamais il part de Caen cet été, on va voir qu'il est performant. Mandrea, il nous a prouvé qu'il était performant. Mendy, il n'y a pas besoin de le présenter. Enfin, tu vois, mais forcément, quand ils sont au fond du trou comme ça, il y a autre chose qui manque en fait. C'est pas juste des recrues, pour moi c'est le projet club, c'est le fait. Je pense que renvoyer Nicolas Seub aussi à la veille du Nouvel An, c'était pas non plus le choix idéal. Alors qu'il y avait match 4 jours après. Hein. Il y avait match 4 jours après, on le rappelle. Hein, la trêve internationale, elle avait commencé avant. Et il y avait. Tout a mal fait. T'aurais pu le faire avant, mettre ton nouvel entraîneur dans des meilleures conditions aussi, ne pas le faire à un timing aussi mal choisi. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi, l'effectif, normalement, il est très suffisant pour finir en première partie de tableau. Mais je trouve encore une fois, au mercato hivernal, même au-delà d'amener de la qualité, tu dois amener des têtes fraîches, des mecs qui peuvent inverser la dynamique aussi, qui n'ont pas vécu cette première partie de saison difficile. Ouais. Pour le coup, ça a été le cas, mais quand tu vois Moussunda dès son premier match. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tu prends des joueurs, mais il y en a qui replongent tout le collectif instantanément par leurs erreurs. Et Moussunda, hier, j'ai l'impression que moi, il veut pas être titulaire, quoi. Il veut plus être. Il veut plus être sous le feu des projecteurs quand tu vois encore une fois ce début de match. Ça serait malhonnête de cibler une seule individualité parce qu'il y a tout un collectif qui tourne mal. Mais je trouve ça quand même assez révélateur d'avoir une de tes recrues au mercato hivernal qui, par ses erreurs aussi, te replonge directement dans les difficultés. Donc, après, il y a quelque chose qui tient de la particularité des mercatos d'hiver, c'est que souvent, on va aller chercher des joueurs qui sont un peu en échec pour les relancer. Et là, c'est la loi de Murphy pour Caen, c'est-à-dire que tout ce qui peut tourner mal tourne effectivement mal. On a pris plein de joueurs qui étaient pas en rythme. Donc Grand Cyr qui revient, il se blesse tout de suite. Benraou, il revient, il se blesse. Et Moussunda, première partie de saison à Chypre, je viens de regarder, il a joué 2 matchs. Donc en fait, c'est un joueur qui n'a pas de rythme. Donc peut-être qu'il sera meilleur plus tard, mais il n'est pas prêt. Tu le propulses dans le 11 de départ très vite, hein, finalement. Oui. Donc en fait, c'est des joueurs qui ne sont pas prêts à renforcer l'équipe là maintenant, à la rendre meilleure. Donc pour ceux qui sont absents, bon, là, c'est évident, mais même Moussunda qui est valide, il lui faudra peut-être quelques semaines pour être au niveau, et ça risque d'être trop tard, malheureusement, pour Malherbe. Ouais. Et en plus de ça, juste pour finir, pardon Julien, mais il y a une bonne partie de tes recrues que tu fais très très tard dans le mercato hivernal. Tu vas me dire que tu ne peux pas sécuriser des recrues pour au moins la mi-janvier, pour justement éviter que cette période d'adaptation, elle arrive trop tard, en fait. Quand tu fais Grand Cyr, quand tu fais Godin, au dernier jour du mercato, Benraou, je crois que tu le fais fin janvier, la planification sportive, encore une fois, elle est vraiment problématique pour moi de ce mercato hivernal, parce qu'on savait qu'il allait falloir faire un gros mercato hivernal pour Caen quand même. Il y a 2 philosophies là-dessus. Il y a ceux qui disent les meilleurs coups se font sur les derniers jours du mercato, et je suis d'accord sur certains points. Quand c'est l'urgence comme quand là, c'est pas les meilleurs coups. Tu vas pas forcément chercher à faire les meilleurs coups pour ton équipe, mais juste faire des coups qui vont te renforcer dans l'immédiat, et ça tu pouvais l'anticiper quand même. Après, il y a eu aussi tout un imbroglio avec le fait que le directeur sportif a changé. Il y a Reda Hamash qui est arrivé tardivement parce qu'il était au Red Star, et je crois savoir que
Bon, le Red Star ne devait pas non plus être très content de perdre son directeur sportif pour un concurrent direct au maintien qui devait forcément regarder des coups pour renforcer Caen alors qu'il bossait encore pour le Red Star. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas très classes. Mais en tout cas, il y a plusieurs méthodes et moi, je trouve que ce qui marche bien en Ligue 2, c'est quand tu anticipes, c'est quand tu recrutes même avant le début du mercato hivernal. Pour Dunkerque, ce qui les sauve l'an dernier, c'est tu as Jessim Yassine qui arrive sur quasiment le premier jour du mercato hivernal. Je crois que tu avais aussi mince, j'ai perdu son nom. Mamin qui arrive, mais en novembre, pour renforcer l'équipe, en prévision, justement, il n'était pas prêt en novembre. Il n'a pas joué en novembre, ou très peu en novembre et décembre. Et en janvier, quasiment, il était remis sur pied par les préparateurs physiques de Dunkerque. Et il était capable d'apporter beaucoup sur la phase retour. Et Dunkerque était l'une des meilleures équipes de la fin de saison 2024. Saint-Etienne, pareil, combien de joueurs ils recrutent entre les 1er et le 7 janvier, au moment où ils sont dans les derniers de Ligue 2 avant de faire leur remontada. Voilà, ils avaient anticipé. Et pourtant, je trouve que voilà, il y a eu d'autres soucis à Saint-Étienne. Hein. Je pense que voilà, au niveau de la direction sportive, il y a eu d'autres soucis. Mais quand il s'agissait d'une mission commando pour se maintenir, fallait prévoir les coups à l'avance. Et renvoyer Nicolas Seub à 4 jours, 5 jours avant ton premier match de 2025, ne pas anticiper avant le mercato, ne pas faire autant de recrues qu'espéré en temps et en heure, parce qu'au final, voilà, il y a des joueurs qui doivent arriver progressivement et se remettre en forme, comme Benraoult, comme on en parlait, comme Grand Cyr. Moi, je suis désolé, oui, effectivement, il y a eu un problème dans la planification et dans l'ordre des priorités, effectivement, pour Malherbe. Si tu fais des énormes coups sur les derniers jours du mercato, il n'y a rien à dire. Là, je suis, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, encore une fois, moi, Benraoult, j'avais notamment gardé un très très bon souvenir à Nîmes. Mais comme l'a dit Étienne, souvent, c'est des joueurs qui sont en manque de rythme, et ça s'est vu directement. En fait, c'est des joueurs en manque de rythme que tu es obligé de lancer directement, ou pas obligé d'ailleurs. Je trouve que Moussunda, moi, c'était pas forcément nécessaire, mais bon, que tu te mets dans l'urgence à lancer directement et que tu mets aussi en difficulté, que ce soit physiquement ou mentalement. Et tu parlais de Dunkerque, mais Dunkerque aussi, la saison passée, ils savent qu'ils vont perdre, je regardais un peu, ils savent qu'ils vont perdre Hugo Gambor, qui est un de leurs meilleurs défenseurs à l'époque, il me semble, et ils font dans la foulée, ils reprennent un défenseur à la Gantoise, là où est transféré Hugo Gambor. Donc, et tu disais, sur les premiers jours du mercato, il y a énormément d'arrivées, que ce soit Courtet, que ce soit Morer, que ce soit Yacine. Tu vois quand même une différence dans la planification entre deux clubs qui fonctionnent très bien maintenant, et c'était les prémices d'un club qui va très très bien fonctionner par la suite, et un qui est en train de couler tristement. Donc il y a aussi une question effectivement de planification sportive au-delà même du terrain dans tout ça. Voilà, donc on a beaucoup de respect pour le Stade Malherbe. On espère effectivement que la situation se redressera et qu'ils seront au moins compétitifs sur la fin de la saison pour espérer quelque chose, et avec une dynamique positive, c'est encore possible de se sauver. Mais là, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, j'ai du mal à voir comment Caen peut inverser la dynamique et enchaîner 3-4 succès comme l'a fait Ajaccio, par exemple, quelques semaines avant, même si c'est encore possible. Voilà, grand bravo au Fessé quand même, qui remonte à la 5e place et qui devance Guingamp qui a perdu contre Metz. Voilà, ils abandonnent pas non plus. Hein. Ils abandonnent pas et ils sont capables de faire de bons résultats au bon moment. Même si j'avais un petit peu commencé à avoir des doutes quand ils ont perdu 2 matchs affilés à domicile alors que c'était leur point fort. En début 2025. Là, voilà, ils sont de retour dans le top 5 et bien placés finalement pour disputer un match, au moins un match de play-off. On verra ce que ça donnera avec Guingamp qui est leur plus proche poursuivant. Mais bravo en tout cas à Laurent Guyot et ses hommes qui continuent de nous surprendre quand même de journée en journée. On va peut-être passer à une autre thématique parce que ça fait quand même 25 minutes sur Caen et il y a beaucoup d'autres matchs à analyser. J'aimerais parler du Paris FC. Le Paris FC qui a perdu son match très important à Dunkerque. Alors, il y a eu d'autres matchs importants, mais celui du Paris FC à Dunkerque, qui perd contre un concurrent direct, chez un concurrent direct. Ça a déjà été le cas à Metz, ça a déjà été le cas à Lorient, comme tu le pointais du doigt, Étienne, avant l'émission. Est-ce qu'il n'y a pas finalement Dunkerque, je crois d'ailleurs, c'est peut-être l'une des premières victoires de Dunkerque contre un concurrent du top 5.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement pour le Paris FC dans ces gros matchs, dans ces gros événements, à justement assurer et enchaîner, on va dire, les bonnes prestations, même s'ils restaient sur une bonne dynamique avant ça. Finalement, ils perdent leur deuxième place au profit de Metz, qui a battu Guingamp, et Metz qui n'a plus perdu depuis le mois de novembre ou octobre, je crois. Est-ce que finalement, le top 2, c'est encore un plafond de verre que le Paris FC n'arrivera pas à atteindre cette saison? Je lance un petit peu le débat pour vous les gars. Est-ce que vous pensez que Paris va encore rater la marche de la montée automatique? Moi, je pense que il n'y a pas de fatalité. Je n'irai pas jusqu'à parler de plafond de verre parce que je pense qu'ils vont être à la lutte avec le FC Metz. Le FC Metz qui là est en forme, mais qui a lui-même de temps en temps ses petits défauts aussi. Donc simplement, il va falloir que le Paris FC se mette à performer un petit peu mieux dans les confrontations directes, parce que comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de résultats décevants contre les autres équipes du top 5. Le match à Dunkerque, il était un peu différent des matchs perdus contre Metz ou Lorient, où j'avais vu quand même des erreurs défensives un peu, des choses décevantes. Là, à Dunkerque, j'ai trouvé le Paris assez terne offensivement. C'était ce qui est assez rare, je trouve. Donc c'est peut-être un peu de fatigue. Je ne sais pas si cette équipe a besoin d'un peu plus de turnover peut-être, mais non, je pense pas qu'il y ait de plafond de verre pour Paris. Je pense que ça va être très serré entre eux et Metz, et je les vois pas être plus bas que la 3e place en fait. Ouais, donc pour toi, le Dunkerque qui s'est rapproché à 1 point du PFC ne sera pas aussi longtemps dans la lutte. Que la 4e. D'accord. Non, parce qu'on peut noter ça aussi, Dunkerque qui justement n'avait pas de réussite contre les gros, qui voilà enfin arrive peut-être à se débloquer avec un superbe but, franchement superbe but de Théyan en fin de match, le mouvement initié par Courtet. Je crois que c'est ce qui était à la passe décisive. Ouais, si je dis pas de bêtises, superbe match, but en fin de match. Et Théyan qui se débloque bien aussi au bon moment. Lui aussi, il arrive à avoir des gros temps forts là, depuis le début de l'année 2025. Et d'une manière générale, Dunkerque qui finalement est plus proche de la 2e place que de la 6e, donc du coup de quitter le top 5, même si tout peut aller très très vite dans cette zone-là. Moi, ce que j'ai trouvé pour le Paris FC, c'est qu'il y a peut-être aussi, voilà, on s'appuie un petit peu sur nos acquis. Est-ce que c'était peut-être pas un petit peu trop tôt pour Cafaro pour être titularisé, même si évidemment il avait le rythme, pour le coup il jouait un peu pas mal à Saint-Étienne quand même. Parce que Gori se blesse à l'échauffement, non? Oui, Gori se blesse à l'échauffement en fait. Donc Cafaro n'est pas titulaire à 13h quoi. C'est ça que j'ai raté effectivement, parce que voilà, écoutez, c'est peut-être effectivement la solution d'urgence qui a été privilégiée. Moi, je pense que ça aurait mérité effectivement même si Cafaro a marqué en entrant en jeu la semaine précédente, voilà, peut-être que ça aurait aidé effectivement d'avoir un Gori en forme dans le 11 titulaire. Bon voilà, pas de quoi s'inquiéter non plus. On va pas être alarmiste pour les Parisiens. Ils étaient sur une bonne série, je crois. Ils avaient gagné quelques matchs avant ça. C'était donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Karel. Moi, je suis pas inquiet. Ouais, non, pas inquiet. Karel, pas inquiet non plus. Il n'y a pas de quoi être alarmiste. Après, ce qui inquiète peut-être un peu en ce moment, c'est que Metz est vraiment sur une très bonne dynamique. Où hormis contre Bastia, ça fait 5 matchs qui mettent 3 buts par match. Donc même offensivement, ils se sont débloqués, eux, de leur côté. Et du coup, forcément, ça contraste avec cette défaite du Paris FC. Mais le Paris FC, effectivement, vous l'avez dit, qui n'est pas non plus dans une mauvaise dynamique. Mais le PFC a quand même eu ces petits moments de doute, ces petits moments de trou pendant la saison. Il ne faudrait pas que là, ce soit le début d'un moment de trou qui dure, parce que c'est le pire timing, timing pour en avoir un. Après, le problème pour le Paris FC, et Stéphane Gilly a essayé à maintes et maintes reprises de désamorcer en conférence de presse, mais c'est que médiatiquement, je pense aussi que ça pèse énormément sur les épaules du PFC, qui, je crois, avait parlé d'une montée plutôt en 2 ans à la base, et maintenant tout le monde s'attend à ce que la montée soit cette saison, parce qu'il y a eu des recrues d'envergure aussi, parce que tu as un effectif de qualité. Mais pour moi, Lorient prend déjà un des 2 tickets directs avec un effectif que je trouve supérieur à celui du Paris FC, on va dire, sur toutes les lignes, même si ça se joue pas à énormément de choses, mais je trouve l'effectif quand même de Lorient plus qualitatif.
On le voit, hein, c'est la seule équipe qui, entre guillemets, pas survole, mais que je trouve au-dessus du lot sur cette saison de Ligue 2 et devrait vraisemblablement finir champion. Et après, il reste une place, mine de rien, pour la montée directe, donc c'est pas grand-chose. Et une place avec une équipe de Dunkerque qui sort la saison de son histoire, pour le moment, en tout cas de ses récentes années, avec le FC Metz qui est un concurrent très très sérieux et qui semble avoir trouvé son rythme sur les dernières semaines, avec le FC Annecy qui est toujours là en poil à gratter, pareil pour Guingamp. Donc c'est pas non plus une mission aisée, hein, on le sait. La montée en Ligue 1, quels que soient les recrues, quel que soit l'effectif, c'est jamais quelque chose de facile. Et à la différence, encore une fois, d'une équipe comme Lorient, qui avait des joueurs déjà taillés pour jouer la montée, mais qui étaient déjà présents au club, tout simplement. Et avec un coach aussi, Pantaloni, qui a l'habitude de jouer la montée, ce qui est peut-être un peu moins le cas aussi de Stéphane Gilly, même si les travaux sont remarquables depuis son intronisation en tant qu'entraîneur principal. Et il y a des paliers qui doivent être passés ensemble pour le Paris FC, même si le changement de dimension est conséquent. Moi, ça ne me choquerait pas que le Paris FC reste une saison de plus en Ligue 2 et la saison prochaine, par exemple, survole la Ligue 2. On se rappelle que quand Toulouse était descendu, ça avait été très compliqué sur la saison de la redescente. Ils avaient au final fini 3e et qu'ils n'étaient pas montés par les playoffs. Et la saison d'après, ils avaient tout simplement survolé la Ligue 2 du début à la fin. Et au final, aujourd'hui, est une équipe très très honnête de Ligue 1 qui joue souvent plus la première partie de tableau ou le milieu de tableau que le bas de tableau. Pourquoi pas faire pareil pour le Paris FC dans un premier temps? Ça peut pas être aussi rapide que ce que la sphère médiatique et que ce que tout le monde attend pour le Paris FC, quels que soient les recrues, quel que soit le budget, quels que soient les nouveaux actionnaires. Sachant que le top 5 l'an dernier, le top 5 a été obtenu à l'arrache au final. Il y a eu un mauvais début de saison lié à beaucoup de blessures chez les titulaires et l'effectif était aussi moins bien fourni que cette année. Ce qui a fait que Paris a dû faire une très bonne deuxième partie de saison pour pouvoir prendre cette 5e place qu'ils ont eu, je crois, d'1 point devant Caen. Comme quoi les destins vraiment, les destins des deux équipes sont vraiment assez opposés. Mais voilà, ils n'avaient pas non plus, ça faisait pas, même s'ils sont régulièrement concurrents du haut de tableau et on était déçus de ne pas voir sous Thierry Laurey justement un Paris FC s'imposer vraiment comme l'un des mastodontes de cette Ligue 2 et plutôt être décevant ces dernières saisons. Voilà, là peut-être que c'est effectivement l'une de ces saisons où vraiment le Paris FC montre de quoi il est capable. Et s'il rate d'1 point ou en barrage contre le club de Ligue 1 à la montée, effectivement, il y aura rien de scandaleux. Après, je t'avoue que si Paris ne finit pas dans le top 3 et doit se déplacer à Dunkerque, par exemple, admettons, à Dunkerque pour un match, un play-off 2, par exemple, après avoir reçu un Annecy ou un Guingamp, ça va être quand même compliqué pour monter. Hein. Il va falloir faire attention à pas se faire rattraper par les Maritimes, même si globalement c'est pas encore fait. Hein. Et Dunkerque n'a pas montré non plus suffisamment de régularité, surtout en 2025, pour justement franchir ce palier, arriver dans le top 3, dans le top 2. Mais attention, hein, ils en sont vraiment pas loin. Donc voilà, ce sprint final va promettre d'être super intéressant en tout cas. Le Paris FC est pas loin, on parle de scénarios probables, etc. Ils sont qu'à 1 point du FC Metz, donc ils peuvent très bien avoir le deuxième ticket, mais on relativise un peu pour dire que... Par contre, oui, c'est vrai que si tu sors dès le play-off 1 ou dès le play-off 2, ça ferait quand même tâche. C'est quand même pas pareil. Je pense aussi. Voilà, Étienne, sinon un mot sur la performance de Dunkerque peut-être quand même. On va parler du SLD. Alors je crois que les notes mettaient Al-Sadd, donc l'ailier saoudien en flop. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça et que cette titularisation, c'était pas lui faire un grand cadeau et je crois qu'il est sorti assez tôt, genre à la mi-temps. À la mi-temps, je crois qu'il est sorti. C'est ça. Ouais. C'est bien ça. Et un homme du match peut-être à retenir pour cette rencontre en particulier? J'aurais du mal à en citer un, mais c'est vrai que les notes le montrent. Sanganté, il a été hyper solide derrière. Mais après, le Bardelis quitté, j'ai du mal à les dissocier. C'est vraiment un duo qui fonctionne admirablement bien et ils se trouvent tout le temps. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à les voir jouer ensemble. Donc voilà, je t'ai donné 3 hommes du match. Je te laisse faire le tri. Voilà. Non, mais on peut peut-être juste, pardon Julien, mais rajouter Ragoubert. On nous l'a souligné dans les commentaires sur Facebook et c'est très vrai.
C'était moi qui m'étais occupé des notes en l'occurrence, et on en avait parlé dans la conve avec Étienne pendant le match en disant que Kragber faisait un gros match, et je ne l'ai même pas forcément souligné dans les notes, mais c'est vrai que Kragber a aussi fait un très gros match. Donc les supporters de Dunkerque n'ont pas manqué de nous le rappeler, et c'est vrai qu'il a aussi fait une belle performance contre le Paris FC dans l'entrejeu. Ouais, mais le trio au milieu, là, quand même, ça va être difficile de ne pas en citer au moins un ou deux dans l'équipe type à la fin de saison si ça continue comme ça. Franchement, il y a du très très lourd. Il y a du lourd, effectivement, du côté dunkerquois, qui, du coup, récupère cette... non, parce qu'ils étaient déjà devant Annecy, mais qui se rapproche de ce top 2 et qui peut se permettre d'y croire avec peut-être une bonne dynamique sur la fin de saison à la montée directe. Pourquoi pas, ce serait fou. Hein, mais, ce serait complètement fou. Franchement, vu la tête de l'équipe au début de la saison, bien sûr qu'on pensait que Dunkerque allait pas forcément être dans les favoris pour la descente, mais on ne pensait pas non plus qu'ils continueraient sur la même dynamique que sur la fin de saison 2023-2024. Donc chapeau à eux, surtout qu'il y a des gros concurrents. On va parler évidemment du match entre Guingamp et Metz. 0-3 pour Metz, c'est quand même très très dur hein, pour les Bretons. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, un 2-1 ou un 1-0, ça aurait été plus logique. Ouais. Les deux coachs étaient d'accord pour dire que le score était très sévère pour Guingamp. Après, la victoire de Metz ne souffre d'aucune contestation. Non. Ils étaient au-dessus. Voilà. Mais voilà, quand même, Guingamp s'est procuré quelques situations qui ne sont pas forcément réussi à transformer en occasion. Et puis, au bout d'un moment, ils ont été punis de ce manque d'efficacité dans les deux surfaces, hein, parce que sur le deuxième but, Messin, il y a quand même une petite faute de main de Basilio. Ouais. Donc voilà, il a manqué à Guingamp des joueurs décisifs en fait sur ce match. Metz, il y a une chose à signaler, là où vraiment Metz est supérieur au Paris FC, c'est sur les postes de latéraux. Parce que Kouao et Udol, je pense incroyable. Que les deux là, mais il y a personne en Ligue 2 qui peut se vanter d'avoir deux mecs comme ça sur les côtés là. La dernière action, alors qu'il y a déjà 2-0, il reste 30 secondes, il s'arrache pour aller faire un centre pour Udol et t'as Udol qui plonge au premier poteau comme ça alors que c'est de l'autre côté. Oui. Donc c'est dire physiquement ils sont au top là. Techniquement, défensivement, c'est toujours très assuré. Donc voilà. Tu m'avais pas encore demandé les hommes du match, je te les donne déjà. T'as bien fait. Petit point d'interrogation quand même sur Uri Mboula, qui pour moi m'a pas convaincu sur ce match-ci. Voilà. Après, il sort de Guingamp avec un clean sheet alors que c'est l'une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque de Ligue 2 à quelque chose près. Voilà, Sané, vraiment un super match aussi. Stambouli m'a beaucoup impressionné. Voilà. C'est pour moi, effectivement, Metz a une équipe, la deuxième équipe la plus complète après Lorient. On a pu s'inquiéter par moments, mais c'est vrai que en fait, le fait que Idrissa Gueye soit le joueur providentiel justement du FC Metz, alors qu'il a 18 ans, qui sort d'une très grave blessure, on le rappelle, qu'il n'avait jamais joué en dehors du Sénégal et de Génération Foot avant ça. Alors, je crois qu'il est arrivé à l'automne, ou en tout cas en avance à Metz pour s'acclimater, justement pour côtoyer un petit peu le groupe pro. Donc, il n'arrive pas non plus de nulle part. Mais c'est vrai qu'il a joué ses premiers matchs en 2025. Et là, il est déjà un petit peu l'homme providentiel en pointe, ce que Simon Elisor n'a jamais été. Et franchement, c'est peut-être justement la pièce manquante de ce puzzle-là. Je crois qu'il en a raté un quand même en fin de match qui m'a un petit peu surpris. Il avait l'occasion vraiment d'en mettre deux encore. Donc, c'est dire à quel point ce jeune homme vraiment est épatant. Et puis voilà, il y a juste du monde à toutes les lignes, même si Diallo est pas très expérimenté et que voilà, sur les notes de la LFP, on dirait qu'il fait un mauvais match, mais en fait non. C'est juste qu'il a eu peut-être peu d'occasions à se mettre sous la dent, mais finalement les Messins, ils ont fait le match parfait à Guingamp, vraiment maîtrisé. Baudard est très rassurant. C'est un gardien qui est capable de capter les ballons au lieu de les repousser. Et franchement, des fois, ça fait la différence sur certaines actions. Non, mais ça, c'est vraiment, Oukidja, il faut lui rendre hommage parce que Metz est quand même monté 2 fois avec lui. Ah oui. Mais j'ai quand même l'impression que là, il y a un step-up au niveau du poste de gardien de but et que Baudard, c'est encore au-dessus. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a eu effectivement une bonne réflexion au mercato d'hiver. On ne va pas prendre un avant-centre
On va pas payer des sommes mirobolantes pour un avant-centre alors qu'on a Idrissa Gueye et qu'on n'a pas d'autre meilleure opportunité que lui dans l'immédiat. Voilà, ça paye pour l'instant pour les Grenats. On leur souhaite de continuer. Guingamp, franchement, moi j'ai trouvé que c'était quand même. Alors, il y a eu beaucoup de ratés et moi j'aimerais souligner, et c'est assez rare pour le dire, mais l'entrée ratée de Ryan Grieb, qui pour moi a raté beaucoup de choses. Ouais, mais avant lui, Le Bris avait pas été très adroit non plus, contrairement à ses premiers matchs. C'est ça. C'était vraiment un mauvais soir de ce côté-là. Voilà. Mais sinon, l'équipe est très cohérente, très intéressante. Faut rappeler quand même que ça joue avec Naïr et Ouriga en défense. Alors Naïr, il commence à s'imposer, c'est vrai, mais Ouriga, bon voilà, ça a été longtemps, tu vois, comment dire, le nouveau qui découvrait le groupe. Maintenant, il commence à avoir un petit peu plus d'expérience. Mais c'est vrai que ça peut être considéré comme l'un des maillons faibles de cette équipe, même si moi, il me paraît pas vraiment, comment dire, en dehors, complètement, comment on peut dire, il ne me paraît pas largué sur le terrain. Pour moi, il a tout à fait le niveau. Mais c'est vrai que Guingamp a connu beaucoup de problèmes au niveau de ses latéraux à gauche. Et donc, voilà, c'est un petit peu la seule solution qu'il y a actuellement pour Sylvain Ripoll et ses hommes. Voilà, c'est un jour sans pour Guingamp qui nous a franchement impressionné sur les matchs précédents, qui a fait un match très cohérent. En fait, là où ils ont été très, très efficaces à Toulouse et où il y a une de 0 quasiment sur leurs 2-3 grosses occasions du match, bon, bah voilà, là, ils en ont eu quelques-unes et ils n'ont pas réussi à la convertir. Moi, je ne m'inquiète pas du tout pour les Guingampais. Je pense qu'ils seront à la lutte jusqu'au bout pour le top 5. Je ne les vois pas décrocher, même si là, ils viennent de perdre la 5e place. Donc, je ne les vois pas perdre trop pied non plus. Et je pense qu'ils seront au rendez-vous très longtemps. Et vous ? Faut voir comment ils rebondissent après ce match-là, parce que là, ils vont à Grenoble vendredi. Grenoble qui est pas trop mal en 2025, donc on ne sait jamais. Donc, il ne faut pas que ce soit le début, on va dire, d'une mauvaise série, parce que si tu perds à Grenoble et que Annecy gagne dans le même temps, je ne sais plus contre qui joue Annecy ce week-end. Ouais, on verra. Mais ça fait 6 points, quoi. 6 points, non. Qu'est-ce que je raconte ? Ça ferait 4 points de retard. Tu as Grenoble qui te revient dessus, Laval potentiellement qui te revient dessus aussi à un point. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas commencer à se noyer dans le wagon des poursuivants du top 5. Mais je trouve quand même que sur ce qu'ils ont montré sur la saison, Guingamp, on va dire que par rapport à Laval, Grenoble, qui sont ses poursuivants directs comptablement là dans l'immédiat, je trouve quand même que c'est un ton au-dessus. Maintenant, il y a aussi le facteur Coupe de France, il y a aussi le fait de ne pas se perdre dans une autre compétition, et ça peut commencer à être tentant vu le très très bon parcours de Coupe de France. Et que surtout tu joues à Cannes, et donc tu as une possibilité. Il y a quand même pour des demi. Possibilité de continuer un très très beau parcours, sachant que tu viens de sortir Toulouse, et en plus comme tu en parlais, ça serait décevant de ne pas les voir dans ce top 5 à la fin de la saison, même si on serait déçu tout autant de ne pas voir Annecy. Donc les places sont chères, mais effectivement Guingamp, j'ai du mal à les voir perdre pied, surtout que voilà, ce match contre Metz, je trouve qu'ils ont quand même eu les situations, et comme le disait Étienne, c'est vraiment un manque d'efficacité dans les deux surfaces, mais ils ont quand même eu des situations pour au moins revenir au score à un moment. Donc voilà, même sur cette défaite 3-0, je les ai pas trouvés hors sujet. Ils ont quand même eu les munitions pour prendre au moins un point. Complètement. Même si Guingamp commence c'est un peu le syndrome de Dunkerque avant ce week-end-là. Ils ont trop de mal contre les concurrents du top 5 pour vraiment s'y installer durablement, et c'est pour ça en fait qu'ils ont à nouveau laissé leur place à Annecy. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas inverser la tendance sur la fin de la saison, mais il va falloir. Je ne sais plus contre quel autre concurrent sur la fin de saison il joue, mais Guingamp va devoir quand même un petit peu accélérer un petit peu contre les adversaires directs pour la montée, s'ils veulent espérer justement jouer des playoffs. T'es obligé à un moment de toute manière. C'est ça. En parlant de concurrents à la montée, le match de Lorient à 3, on l'avait prévenu, on avait dit que ce ne serait pas facile pour Lorient, ça a été encore plus dur que prévu. Il a fallu un éclair de génie de Croupi pour s'imposer. Franchement, les Stacks ne doivent pas perdre ce match, à mon sens. Franchement. Ouais, parce qu'en plus, il y a un énorme match de Mvogo qui en sauve pas mal côté Lorientais. Donc, c'est vraiment à s'en mordre les doigts. Ouais. C'est ça. 5 tirs cadrés de chaque côté, mais plus de tirs et plus d'occasions d'une manière générale, presque le double d'occasions notées. Alors, je pense qu'il parle des grosses opportunités. C'est assez flou les statistiques. Comment tu définis occasion, mais c'est vrai que sur le terrain on voyait quand même une équipe troyenne meilleure que les Lorientais, même s'ils sont pas du tout ils ont pas fait un mauvais match à l'extérieur, mais voilà, là t'as toute la différence entre une équipe qui est en très grande forme
et une équipe qui a connu quelques déboires et qui se remet effectivement dans le rythme. On savait que les Troyens allaient embêter les Lorientais. Ils l'ont fait longtemps et malheureusement ils prennent aucun point. Et Lorient qui s'envole en haut de tableau avec 5 points d'avance sur son plus proche concurrent. Pas d'inquiétude pour 3, même si la zone rouge revient finalement à 2 points. Ils sont vraiment à l'abri de rien du tout. Mais quand même, quand on voit le match qu'ils font, Depréville, moi j'ai trouvé très bon dans son rôle, ce qui a franchement pas été aussi évident que ça ces derniers temps, mais entre son but à Martigues et maintenant un bon match contre le leader Lorientais. Et passe décisive contre Martigues. Donc... Voilà, c'est ça. Donc moi je trouve que Depréville un petit peu revient dans la conversation effectivement pour être pour ce poste d'avant-centre. On se posait la question après Ripard qui allait effectivement assurer la relève. Bon voilà, pour moi Nicolas Depréville n'est pas finito, alors qu'il n'avait pas marqué de la saison encore. Il a été blessé aussi en début d'exercice, donc c'était compliqué. Mais voilà, on a quand même une équipe troyenne très cohérente contre un leader qui, a de la qualité individuelle intrinsèque à tous les postes, supérieure à n'importe qui dans le championnat. Et ils l'ont encore montré. Voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que quand tu fais rentrer Soumano, il te marque un doublé. Quand tu fais rentrer Kroupi, il marque le but décisif. En fait, c'est ça. T'as une équipe où tu peux te permettre de mettre Soumano titulaire et de faire rentrer Élie Junior Kroupi à la 70e minute, qui en 2 minutes met le but, il est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il prend le ballon de haut jeu, il se retourne, il revient sur son pied droit, il met une frappe sous la barre alors qu'il est rentré il y a 1 minute. Enfin, là, on est vraiment sur un effectif. On parlait des paires de latéraux. Celle du FC Metz, c'est effectivement très très bonne, mais Kaloulou Yongwa aussi à Lorient, c'est pas trop mal. Ouais, non, il y a c'est pas trop mal du tout. Mais non, mais là, je veux dire, l'effectif est dingue. Effectivement, comme vous l'avez dit, un très bon match d'Yvon Vogo qui a bien à la fois dirigé le jeu lorientais, qui a eu le ballon quasiment tout le match, mais qui en plus a fait les arrêts décisifs quand il le fallait, devant des Troyens en manque de réussite. On espère que ce sera qu'une marche ratée, en fait, une occasion ratée pour les Troyens qui quand même sont sur une bien meilleure dynamique depuis le mois d'octobre. Et que ce sera qu'un coup d'arrêt pour les Stacks qui a fait quand même bonne figure contre Lorient. Parmi les autres résultats, qu'est-ce qu'on a d'autre à noter ? Hop, on va pouvoir reprendre le tableau. Bon, évidemment, il y a eu des scores très très lourds, très très importants. Je pense à Laval qui perd 3-0 à Ajaccio alors qu'ils sont quand même des concurrents au top 5. Là, franchement, c'est la CA, il marche sur l'eau en ce moment. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve ces ressources-là. Thierry Debesse, lui-même, il est à chaque fois un peu plus impressionné par son équipe. Je me demande comment ils font pour à chaque fois impressionner, alors qu'ils n'ont pas recruté au mercato d'hiver, alors que ils ont perdu leur avant-centre. J'ai oublié le nom. Ça va me revenir, mais ils l'ont perdu dans les dernières heures. Ils ont perdu Paul Poccarelli. Voilà, c'est ça. Donc franchement, chapeau à la CA qui a gagné 2 matchs à l'extérieur, qui a gagné, je crois, 4 matchs sur les 6 derniers. Il y a quand même beaucoup mieux pour les ACistes. Et finalement, le maintien sportif, en tout cas, qui apparaît comme une grosse possibilité, surtout vu la forme de l'équipe. Est-ce qu'on a quelque chose à retenir particulièrement à part que Laval fait un peu un non-match. Très, très clairement, il leur a manqué de jus et de plein d'autres choses au Stade Michel Moretti. Mais très franchement, la CA qui, avec un but de Bamba, un très beau but aussi de leur défenseur, qui garde un clean sheet. Kulichin qui remplace Solacaro, qui a fait aussi son taf dans les cages. Vous avez quelque chose à finir ? Samassa, il a combien là ? Il a 1 ? Il a 1. Alors, il a fait une grosse erreur sur le deuxième but. Je crois. Sur le premier ou c'est sur le deuxième, je sais plus. Je me demande si c'est pas sur celui de Bamba, il me semble. Je crois que c'est sur celui de Bamba. Il rate sa sortie. Il y a 2 erreurs qui amènent à un but. Parce que du coup, j'ai vu 1. C'est vrai que 1, on n'en voit pas souvent. Surtout de la part de Samassa qui fait plutôt une bonne saison. Du coup, pour parler de Ligue 1, Lopez, lors de Nantes-Monaco, il a combien lui ? Il doit avoir -5. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir.
Ouais, donc non, très franchement, il y a eu. Bon, il y avait une classe d'écart entre cet ACA et Laval. Je crois que Ajaccio, ce que disait le coach, c'est qu'ils ont fait la meilleure entame, la meilleure première mi-temps de la saison. Et ça se répercute effectivement au score. Tu mènes 2-0 et t'es dans un fauteuil. Bon, voilà, ils ont fait le taf dès le début du match et après ils ont géré. Donc bravo à l'ACA. Laval va devoir rebondir pour garder une chance effectivement d'être dans le top 5. J'ai vu Olivier Frappoli me semblait un petit peu, pas résigné, mais un petit peu, fataliste, on va dire. Sur le coup, il disait qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux dans ce match-là. Mais bon, quand même, quand tu as 12 tirs et 2 cadrés, je pense quand même que les attaquants lavallois ont des choses à se reprocher. Voilà un petit peu pour cette rencontre en Corse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Évidemment, le large succès 5-0 de Rodez, on va en parler. Rodez qui passe 5 buts à Pau. Alors celui-là, je ne l'avais pas forcément vu venir, surtout que Rodez était sur 4 défaites d'affilée. C'est là aussi qu'on voit que tout le travail des hommes de Didier Santini finit par payer, avec Nkada qui marque encore, Kadiou, excellent, je crois que c'est l'homme du match d'ailleurs sur cette rencontre-là. Voilà, évidemment, avec un doublé, et à la 10e, à la 45e, plus 3. Dio aussi qui a fait un très bon match. Il a été très mauvais, il faut le dire. Il a été très mauvais sur son premier match. Là, il a été très bon. Voilà. Il faut le dire quand même, Pau n'a pas rien fait. C'est d'autant plus inexplicable qu'avant vendredi, Pau, c'était une des meilleures défenses à domicile de Ligue 2. Ils avaient pris que 6 buts chez eux. Et là, tout d'un coup, ils en prennent 5 en un seul match. Donc, va expliquer ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc, si vous avez une théorie, je suis preneur. Mais moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé à Pau vendredi. Non, mais moi, ma théorie, c'est juste que Rodez, qui est un club qui est habitué à marquer beaucoup de buts, habitué à faire le spectacle et tout, ils n'ont pas pu le faire sur les derniers matchs. Ils ont été frustrés. Ils ont voulu passer leur nerf. Voilà, en fait, c'est ça. Tu as une réussite qui fluctue d'un match à l'autre. Il y a un match où tu vas avoir 20 tirs et 2 cadrés, 2 cadrés, aucun but. Et l'autre où il y a tout qui va te tomber dans les mains, voilà, comme ça. En plus de quelques erreurs, voilà, quand même, à noter côté palois, pour moi, la défense m'a semblé très naïve, on va dire, sur certains coups, sur certaines occasions. Après, bien sûr, quand tu perds 3-0, 4-0, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais après, tu te prends des contres. Le dernier but, c'est un contre, je ne sais plus qui le marque, mais c'est un contre. Ah si, c'est Baldé, non? Ça, c'est Baldé. C'est Baldé. C'est ça. Bon, il y a déjà 4-0. Est-ce que c'est la peine d'aller comment dire, mettre tout le monde devant pour au final te faire prendre en compte comme ça, alors tu fais rentrer Baldé en face, qui est très clairement un avantage physique et de vitesse sur ta charnière. Bon, voilà, il y avait d'autres choses à faire que ce choix-là. Mais voilà, je pense que Pau, voilà, ils ont aussi eu leur lot de chance sur les matchs à domicile et à l'extérieur aussi, avec des gros arrêts de Bingourou Camara par moment. Voilà, là, c'est la roue qui a tourné à la fois pour Rodez et pour Pau. Je pense qu'on ne verra pas non plus beaucoup de matchs palois perdus sur des gros scores comme ça. Ma déception, c'est peut-être encore un match décevant d'Arconte. Voilà, pour moi, avant sa sortie, j'ai pas trouvé qu'il pouvait faire de différence, alors que lui, il a été recruté en plus pour un transfert payant. Et c'est une semaine de plus qu'il ne marque pas. C'est très alternatif. Enfin, il fait des bons matchs de temps en temps, mais c'est plutôt un bon match et 3 matchs un peu transparents. Donc, c'est vrai qu'on attend un peu plus de lui, surtout que c'est un joueur qui a entre guillemets percé en Ligue 2 assez jeune, donc on connaît maintenant depuis un certain moment. Il était à Rodez l'année dernière et c'était plutôt pas mal. Là, c'est vrai qu'on attend de lui qu'il passe un cap, parce que si je le compare à Patem Boub qui est sur l'autre aile, j'ai l'impression que c'est un joueur Boub qui est un peu plus souvent décisif, un peu plus, qui marque un peu, qui pèse un peu plus sur les matchs en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on attend le réveil d'Arconte. Espérons que ce soit dans pas trop longtemps, même si Pau est vraiment pas en danger de relégation dans l'immédiat. Il y a beaucoup d'équipes entre la 16e place et celle occupée par le Pau FC, mais attention quand même à pas perdre trop de terrain trop tôt. Amiens qui perd un 4 contre Grenoble. Bon, alors ça, c'était franchement, là pour le coup, on n'aurait pas parié dessus. Même si Amiens avait une équipe très très rajeunie au coup d'envoi. Alors bien sûr, la défense, on la connaît, c'est Jawab, Vita, Bakayoko, Chaban.
Voilà, il manquait Corchia, il manquait bien sûr tous les joueurs qui ont été vendus cet hiver par les Amiénois. Il en manque 4 finalement. Il y a 4 cadres qui ont été vendus. Il y a quoi? Il y a eu Owen Gen, il y a eu Uroguidé, Gen. Fofana, Rogodé et qui d'autre? Qui est-ce que j'oublie? Boya qui est parti aussi. Boya également qui est parti. Donc là, tu commences avec Caïboué et Lobry. Mais globalement, que ce soit sur le banc ou en défense, dans la défense, là, parmi les titulaires, ça me manque quand même d'expérience. Bon, ce genre d'accident peut arriver. Moi, ça ne me surprend pas trop que ça arrive maintenant, mais attention quand même, Amiens. Autant Pau, je m'inquiète pas trop pour eux parce qu'ils ont montré de la solidité et tout. Autant Amiens, je ne sais pas pour combien de temps est-ce que Corchia va être absent notamment. Mais c'est vrai que attention à ne pas manquer de jus trop tôt dans la saison. Prendre un 4 à domicile comme ça contre Grenoble qui, même si Grenoble ça joue bien en ce moment en 2025, n'a pas montré non plus avoir été la meilleure attaque de Ligue 2 sur les derniers mois. Donc voilà, attention, ça doit servir ça doit servir justement de rappel à l'ordre pour l'Amiens SC qui ne doit pas perdre trop de terrain trop tôt parce que là, clairement, il manque peut-être cette expérience justement pour faire une très bonne deuxième partie de saison et prendre 4-1 à domicile alors que c'était ton point fort sur la phase aller. Voilà, il y a clairement des choses à rectifier pour les Amiénois. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de la performance du GF quand même, Karel? Très notable cette victoire. Je ne sais plus quoi dire à propos du GF 38, je suis déboussolé. Non, bah après, Franck Rizzetto qui parle souvent de sa volonté de faire un peu du Rodez, surprenamment, avec beaucoup de déséquilibre. Il prône énormément le déséquilibre. Là, pour le coup, depuis son arrivée, on peut pas dire que c'est pas vraiment le cas, même s'il y a eu quelques matchs un peu plus fermés comme celui contre le Red Star. Mais là, ce match-là, c'était vraiment le déséquilibre avant tout. Grenoble aurait pu être mené sans une parade énorme de Diop, même si Diop fait une boulette sur le but de Chaban, mais avant ça, il fait une énorme parade, et puis il y a un poteau aussi d'Amiens, donc Amiens aurait dû mener, et puis derrière, Grenoble marque sur sa première occasion en transition, donc voilà, ensuite Grenoble a été très très bon, tout simplement pour creuser l'écart, à doubler la mise sur corner, sur transition, on le sait, le GF 38 toujours très efficace, avec des profils qui aident à souligner et à noter le très très bon match de Yad Ali Diaby qui est arrivé de Clermont cet hiver. Il a fait un très très bon match, alors il n'a pas marqué, il aurait pu. Il a une passe décisive, c'est ça? Il a au moins une passe décisive, oui. Sur le premier but de Théo Valls, et en dehors de ça, impliqué sur quasiment tous les buts, sans une énorme parade de Gürtner sur le troisième but, il aurait eu le sien aussi. Donc à souligner quand même, parce que adaptation express, pas forcément le joueur le plus en vue à Clermont, même s'il avait marqué des buts importants en fin de match avant de partir. Et puis pas forcément le profil dont on pensait que Grenoble avait besoin, parce que tu perds Pape Meissaba, donc tu t'attends à récupérer un numéro 9. Là, tu récupères quand même plutôt un profil ailier, même si là, il était un peu plus axial. C'était contre le Red Star où j'avais trouvé qu'il était vraiment collé à la ligne sur le flanc gauche, et où je me disais, c'est pas du tout le profil dont Grenoble a besoin. Mais bon, là, pour le coup, il a été vraiment très très bon. Donc, à souligner. Encore un but de Théo Valls qui fait une saison énorme. C'est le deuxième meilleur buteur du GF 38 cette saison de toute manière. Donc voilà. Ouais. Et voilà, le GF 38 qui se replace de manière à éviter de se faire peur avec la zone rouge, parce qu'il y a un moment où c'était pas forcément gagné, qui fait un très 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 bon début d'année 2025. Et en cas de victoire contre Guingamp vendredi, on ne sait jamais. Voilà, moi j'y crois pas trop, parce que je trouve quand même qu'il y a quand même une certaine classe d'écart avec vraiment les équipes qui sont installées dans le top 5. Mais voilà, on ne sait jamais. On connaît le Grenoble qui fait une grosse première partie de saison et qui chute sur la phase retour. Par contre, on n'a jamais vu le Grenoble qui fait une grosse phase retour. Donc, moi, je m'attends peut-être que pour le moment. Peut-être que Grenoble a fait sa crise hivernale trop tôt, justement. Suffisamment tôt pour se réveiller. C'est Étienne qui le disait sur une des dernières émissions qu'on a fait. D'habitude, Grenoble fait sa crise hivernale un peu plus tard. Là, ils ont laissé la place pour faire une grosse phase retour. Et pour le moment, ils la font. Je crois qu'ils sont à quoi? Ils sont à 5 victoires en 7 matchs. En 2025, donc voilà, on sait jamais en fonction de ce qui se passe contre Guingamp au Stade des Alpes. On sait que Grenoble au Stade des Alpes, c'est pas mauvais. Tu te replacerais potentiellement à un point du 6e, donc voilà, moi j'y crois pas trop, mais voilà.
Voilà, écoute, c'est bien noté. On note quand même ton pessimiste, et on reviendra vers toi si jamais il y a un match de play-off à jouer. Ah, mais moi, je serais très content de me tromper, en essayant quand même de rester un minimum impartial. Mais justement, en étant impartial, je trouve Grenoble, au niveau de l'effectif, au niveau aussi de la qualité collective, en dessous, et c'est pas leur faire insulte, mais de ce que fait Guingamp, de ce que fait Annecy, de ce que fait Dunkerque, et évidemment de ce que fait Lorient. De toute façon, ça s'est vu pour le moment dans les confrontations directes. Après, Grenoble va pas mal recevoir sur ces confrontations directes avec les équipes du très très haut de tableau. Ils reçoivent Lorient, ils reçoivent Guingamp, ils reçoivent le Paris FC. Donc voilà, mais c'est pas pour moi des équipes actuellement du même championnat. Grenoble va surtout finir sa saison en étant loin de la zone rouge, et je pense que c'est vraiment le principal. Vu ce qui s'est passé cette saison, vu que tu perds Pape Meissaba et Lenny Joseph cet hiver, je pense que c'est vraiment le principal. C'est clair, on est tout à fait d'accord. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dans l'émission. On va aller un peu vite sur le dernier, sur les 2 derniers matchs. On va vraiment passer très très rapidement. Red Star Martigues et Clermont-Bastia. Ces 2 matchs avec la victoire effectivement des Odoniens contre Martigues qui retombe un petit peu dans ses travers. Et c'est vrai que là, ils étaient sur une bonne période. Perdre contre le Red Star, même si c'était à l'extérieur, ça semble plus ou moins les condamner, même si forcément ils sont devant Caen, donc même si on n'a pas dit que Caen était tout à fait condamné, ils peuvent aussi le faire, mais c'est vrai que si tu profites pas justement de ta bonne période et de ce regain de forme pour gagner contre un concurrent direct, c'est vrai que ça semble mal embarqué. Et donc du coup le Red Star qui gagne enfin un match, et Clermont qui, en ne faisant que match nul contre Bastia en jouant une mi-temps complète quand même en supériorité numérique, tombe barragiste, et voilà, devient barragiste. Mauvais résultat pour les Clermontois, mauvais résultat pour Martigues, et c'est le Red Star qui fait la très bonne opération dans ce bas de tableau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, messieurs, sur ces 2 matchs effectivement qui ont un peu bouleversé le classement? Rapidement, je dirais que Martigues, c'est certain, on le dit depuis le début de saison, c'est un peu trop limité, mais ils ne sont plus hors sujet, contrairement au début de saison. Donc, ils ont été dominés par le Red Star, mais le Red Star a quand même un meilleur effectif, même si c'est une équipe de bas de tableau. Et voilà, c'est logique, mais bon, je pense que Martigues va peut-être pas faire de longues séries de défaites comme ils ont fait en début de saison. Et bon, je pense que les 7 points qui les séparent de Clermont, c'est trop. Mais voilà, je pense qu'ils vont quand même faire une fin de saison honorable, à mon sens. Et puis pour ce qui est de Clermont-Bastia, un commentaire avec l'expulsion de Jeannet, qui pour moi est largement évitable. Il y a clairement un manque de maîtrise, et ça se reflète dans les notes. Il y a un manque de maîtrise de la part de Jocelyn Jeannet qui lui sont préjudiciables, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne le voit pas dans un club meilleur que dans le milieu de tableau de Ligue 2, parce que c'est un bon milieu défensif finalement, mais c'est vrai que quand il a des sautes de concentration comme ça, et que voilà, il prend ce 2e carton jaune complètement évitable, il y a de quoi se poser des questions. Effectivement, ça pénalise toute son équipe. Il y a eu le penalty de Ducrot qui a mis les Bastiais en tête, et puis cette égalisation de Maïdine Douane qui était rentré en jeu, c'est ça? Je crois qu'il était malade cette semaine, il rentre en jeu et il marque après la mi-temps. Donc, mais c'est pas suffisant, c'est clairement pas suffisant pour Clermont qui on s'attendait quand même à ce qu'il y ait un sursaut d'orgueil quand même un moment, et finalement ils traînent leur guêtre 16e, c'est-à-dire que c'est les premiers à potentiellement avoir une chance de se maintenir, mais ils devront quand même affronter le 3e de national, et c'est pas gagné du tout sur une double confrontation si jamais ça en reste là, évidemment. Alors tout est super serré dans cette partie-là du tableau. Vous voyez bien qu'il y a 2 points qui séparent le 12e du 16e. Il y en a 4 les 2 dernières places où c'est ça, la distance, c'est qu'avec les 2 dernières places. C'est pour ça qu'on parle surtout de la 16e place où il y a un vrai enjeu pour Clermont. Voilà, est-ce que Clermont a finalement pas, je vais pas dire grillé ses chances, mais on va dire là, ça manque de fraîcheur quand même dans cet effectif-là. Les nouveaux, j'ai pas l'impression qu'ils fassent de grosses différences. Corée, je l'ai pas trouvé bon sur ce match-là, même si forcément on l'a vu au sein du multiplex, donc on peut pas avoir vu toutes les occasions. Mais Corée, Salmier, la défense, moi ils m'ont pas rassuré. Je crois que c'est Salmier qui a perdu Jacquet, qui était un des meilleurs centraux du championnat. Jacquet qui est titulaire à Rennes, non? Jacquet qui fait pas du tout tâche, il fait pas du tout tâche dans la charnière à Rennes. Jacquet, il est titulaire effectivement. Et donc du coup, et à côté de ça, Bastia même à 10 mettait Salmier, Corée, Diallo. Enfin, tu vois là, c'est Salmier qui fait faute sur Boutra, je crois, pour le penalty de. Très naïf sur la faute. Alors qu'il a toute cette expérience-là, il a joué en Ligue 1, très naïf sur la faute contre. Voilà. Bon, du coup,
Moi, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Tu changes de gardien, Ndiaye. Bon, alors là, il ne pourrait pas faire grand-chose, Guillard, sur un penalty, c'est sûr. Mais tu changes de gardien parce que Ndiaye a pas convaincu sur ses derniers matchs. Et là, finalement, voilà, tu perds 2 points à domicile contre une équipe bastiaise qui était prenable, qui à l'extérieur n'a jamais été très bonne, même s'ils ont enfin gagné un autre match à l'extérieur la semaine dernière. Pour moi, pour moi, ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'ils n'aient pas été si excellents en deuxième mi-temps alors qu'ils étaient en supériorité. Voilà. C'est surtout ça que je vais retenir pour Clermont. Attention à ne pas trop être longtemps à cette 16e place que tu récupères. Là, tu perds 3 places d'un coup. Hein, tu as vu, vous avez vu au classement, là, 3 places d'un coup, tu te fais griller par Ajaccio, Rodez et Red Star qui ont tous pris des points. 3 qui auraient mérité de prendre un point aussi contre Lorient. Pour moi, Clermont, allez, je veux dire, avec le Red Star, Clermont est l'équipe qui est la plus susceptible de finir la saison à la 16e place. Et pourtant, ils ont l'effectif pour ne pas y être. Hein. Mais je pense que Rodez, Ajaccio, sur leur dynamique, 3, ils sont au-dessus de ces 2 équipes-là. Voilà, c'est mon avis. Je peux me tromper, je serais ravi de me tromper pour les Clermontois. Mais voilà. Clermont, sur les 4 derniers matchs de la saison, ils jouent 3, le Red Star et Rodez. Ouais, il va falloir être bon dans les confrontations directes. Et j'ai pas l'impression que Clermont l'ait trop pété jusque-là sur les matchs contre les équipes du bas de tableau. À voir ce que ça va donner effectivement sur cette fin de saison. Mais en tout cas, on va avoir beaucoup de belles affiches et de beaux matchs à venir. Rapidement sur la J24, le classement, on en a vu une bribe tout à l'heure. Sur la J24, voilà, il va y avoir du Lorient-Laval intéressant en haut de tableau. Paris 3, pas facile du tout pour les Parisiens à noter. Grenoble-Guingamp, on en a parlé ensemble juste avant. Et puis Dunkerque-Clermont, déplacement à Clermont à Dunkerque pour les Clermontois. Moi, je les vois perdre là-bas. Voilà, très clairement. Donc, attention à Laurent Batles, à ses hommes. Voilà, il va falloir prendre des points rapidement. Même si, bon, je ne vois pas Ajaccio s'imposer à Metz, ni même prendre de moindres points, pour être honnête. Les concurrents directs, donc Rodez reçoit Amiens. Moi, je vois une victoire ruténoise, pour le coup. Voilà, c'est peut-être 3 qui aura un peu de mal contre le Paris FC, peut-être à l'extérieur, et encore, peut-être que après la défaite contre Lorient, peut-être qu'ils voudront se rattraper et faire mieux. Donc voilà un petit peu. Et à Bastia, le Red Star, je les vois mal gagner aussi, le Red Star à Bastia. Mais un nul est tout à fait envisageable. Donc voilà, attention. Et Caen qui joue Pau. Moi, c'est peut-être le match que je vois Caen gagner pour mettre fin à la série. Ouais, ça, t'imagines pas que Pau aura un sursaut d'orgueil après cette prise 5-0 et va vouloir en passer 3 à Caen. Ça se tient aussi, mais je trouve que Pau va plus jouer grand chose normalement sur même si voilà, il faut toujours faire attention, tu l'as dit, ça glisse vite, mais il y a quand même du monde entre eux et la zone rouge, même s'il n'y a pas beaucoup de points, il y a quand même du monde. C'est à Dornano, je trouve que quand ils ont quand même fait plutôt des bonnes entames avant de se saboter, comme on en parlait en préambule, et peut-être que d'ici samedi, tu vas avoir le temps de récupérer Benraoult, tu vas peut-être avoir le temps de Grand Cyr, je sais pas, mais je crois que Benraoult c'était. Je me demande si Benraoult c'était incertain pour le match d'avant, donc c'est ça. Il était pas loin. C'est ça. Donc voilà. Et Brahimi, je sais pas quand est-ce qu'il revient de suspension. Je crois qu'il a pris 2 matchs. 2 matchs. On va voir ça tout de suite avant de désinformer les gens qui sont encore là jusqu'au bout après 1 heure d'émission. Comité de discipline, commission de discipline, c'était le 12 février. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris un match ferme et un match avec sursis. Non, c'est Clélie qui avait pris 3 matchs fermes. Donc il sera là contre Pau. Donc voilà, je trouve que moi c'est bien le match que je vois où je vois quand renouer avec la victoire. C'est noté Karel. Gare à toi si la 10e défaite d'affilée en Ligue 2. Ouais, j'essaye d'amener un peu de positivité. Grosse pensée évidemment pour les supporters de Caen parce que ça doit être mentalement, ça doit quand même être très 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 difficile mine de rien. Voilà. On pense à vous les Marlièrbistes, on pense à vous et on vous souhaite bon courage pour la fin de la saison. On espère que vous verrez un petit peu de positif quand même sur les 11 matchs à venir. Et puis merci à vous Karel et Étienne de m'avoir accompagné pour cette longue émission à nouveau, ce comeback. On essaiera de vous proposer encore d'autres émissions. On va essayer de sortir quelques extraits aussi de l'émission. Si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à liker, à commenter l'émission, à partager à vos amis, à d'autres supporters de votre club sur les forums, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas du tout. Ça nous aide et ça nous fait connaître.
et ça nous motive à faire d'autres émissions pour l'avenir, pour cette fin de saison qui s'annonce palpitante. Merci à tous, passez une très bonne semaine et on se retrouve la prochaine pour un nouveau débrief, peut-être juste avant les matchs de Coupe de France. Salut à tous. Salut.